Bienvenue. Alors la maladie de Lyme a émergé comme un problème de santé publique majeur ces dernières années, en raison de sa prévalence croissante, de sa complexité à la diagnostiquer également, et puis de la diversité des symptômes qu'elle peut provoquer. Alors le défi majeur est précisément cette complexité qui rend la maladie souvent difficile à détecter et donc à traiter. J'ai l'honneur de retrouver le docteur Schmitz pour vous éclairer sur cette maladie. Alors, docteur Schmitz, vous êtes une référence de cette pathologie, mais plus globalement des maladies auto-immunes. Votre approche de la santé naturelle, alors on peut citer l'homéopathie, la phytoaromathérapie, la nutrithérapie, les compléments nutritionnels, la bioélectronique de Vincent et tant d'autres que nous verrons ce soir. Ces outils qui n'ont plus de secret pour vous, ce qui vous permet une vision et donc une approche nouvelle dans le traitement de Lyme notamment. Alors, docteur, sans plus attendre, qu'est-ce que la maladie de Lyme ? Merci. Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise par les tiques de l'espèce Ixodes ricinus, qu'on appelle aussi la tique du mouton, qui peut donc transmettre cette fameuse bactérie qu'on appelle la Borrelia burgdorferi. C'est des termes un peu compliqués, mais c'est les termes scientifiques. Donc, cette bactérie est transmise à l'homme lors d'une morsure de tique. Le risque de transmission de cette bactérie, de cette Borrelia, augmente avec la durée de l'attachement de la tique infectée et apparaît faible lorsque la tique est retirée dans les 12 à 24 heures. Donc c'est une première notion importante pour tous les promeneurs, tous les gens qui vont se promener dans les bois. Quand vous rentrez de votre promenade, d'abord inspectez-vous et si vous voyez une tique, retirez-la si possible dans les 12 à 24 heures. Ça évite des ennuis futurs. Donc cette infection qui est causée par cette Borrelia ne se transmet pas d'homme à homme. C'est aussi quelque chose important à savoir. Elle se transmet uniquement de la tique infectée à l'homme. Une infection par la bactérie dans le passé ou encore active ne confère pas d'immunité protectrice. Il est donc possible d'être infecté plusieurs fois. Donc c'est aussi une notion importante à savoir. Alors où trouve-t-on les fameux tiques ? Eh bien, il faut pas croire ce qu'on raconte parce qu'on a beaucoup lu, par exemple, qu'en France, on risquait surtout d'être infecté en Alsace. Eh bien, c'est faux. On a des tiques partout, que ce soit en Belgique, en Suisse, en France, dans toute la France, et on peut être infecté par une tique à Nice, par exemple. On ne doit pas être nécessairement en Alsace. En fait, il faut savoir que les tiques apprécient un milieu humide qui est favorable à leur survie. Donc, ils vont se trouver surtout ou plutôt dans des endroits ombragés. Dans les végétations basses, les tapis de feuilles, les herbes hautes, les buissons et en général toutes les régions boisées où il y a de la végétation, tout ce qui est forêt de feuillus, forêt de conifères. Donc cette morsure de tique survient lorsque l'on se balade en forêt, mais peut également avoir lieu dans des prairies, dans des dunes, dans des espaces verts urbains ou même dans son propre jardin. Donc on ne doit pas uniquement se balader en forêt pour être piqué par une tique. Alors quand les tiques sont-elles actives ? Eh bien on les trouve toute l'année. Mais elles sont actives lorsque la température est au moins de 10 à 12 degrés. Donc dans les régions et climats temporés et des saisons variables, comme par exemple en Belgique ou dans le nord de la France, les tiques sont principalement actives entre le printemps et l'automne, c'est-à-dire de mars à octobre, et lorsqu'il fait chaud et humide. Alors, quand même, pour un petit peu dédramatiser les choses, il faut savoir que toute morsure de tique n'est pas infectante. Par exemple, en Belgique, seulement 10% des tiques sont infectées. Une tique infectée ne transmet pas nécessairement la bactérie. Et une personne infectée ne développe pas nécessairement la maladie. Et la maladie de Lyme peut être traitée de manière efficace
avec des antibiotiques, on en reparlera tout à l'heure dans le traitement, si elle est diagnostiquée à temps. Alors, il faut savoir que cette maladie concerne tout le monde, mais elle va bien sûr toucher particulièrement des personnes en contact régulier avec la nature, de par leur profession, leurs loisirs. Donc on pense par exemple à tous les gens qui travaillent en forêt, aux randonneurs, aux paysagistes et aux agriculteurs. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire au niveau de la transmission. Alors, quels sont les différents symptômes et comment se rendre compte que l'on a été piqué et infecté par une tique? Alors, les symptômes, et c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué, peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Après une morsure de tique, le risque de développer la maladie de Lyme est d'environ de 1 à 2%. Si la maladie de Lyme se développe, elle peut se présenter selon différentes manifestations touchant la peau, les articulations ou encore le système nerveux. Et surtout, les symptômes varient d'une personne à l'autre et peuvent survenir après une période plus ou moins longue. Alors, on a ce qu'on appelle les manifestations précoces, donc les premiers symptômes. La manifestation précoce la plus fréquente, qu'on observe dans quand même 60 à 80% des cas, c'est ce fameux érythème migrant qui apparaît entre 2 et 30 jours après la morsure de la tique. Alors, c'est quoi cet érythème migrant? Eh ben, sur votre peau, vous allez observer un espèce d'anneau rouge qui s'étend progressivement à partir de l'endroit de la morsure, avec souvent un éclaircissement au centre. Cet érythème migrant n'est pas douloureux et disparaît spontanément en quelques semaines, donc, et c'est ça le piège aussi, il peut passer inaperçu. Alors, bien sûr, il faut distinguer l'érythème migrant de la rougeur localisée temporaire qui peut survenir immédiatement après la morsure. L'érythème migrant est un symptôme caractéristique de la maladie de Lyme. Sa présence suffit pour poser le diagnostic et commencer le traitement antibiotique au plus tôt, ce qui évitera l'évolution de la maladie. Alors on peut bien entendu avoir des symptômes grippaux tels qu'une petite fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête. Tout ça peut être associé au début à ce fameux érythème migrant. Ça, c'est pour les premières manifestations. Et puis, on peut observer des manifestations plus tardives qui peuvent apparaître des mois, voire des années après la morsure de tique, même en l'absence d'un érythème migrant préalable. Si l'infection n'est pas traitée, la bactérie peut se disperser dans le corps et va toucher différents organes, que ce soit la peau, les articulations, le système nerveux et même le cœur. En fonction de l'organe atteint, les symptômes suivants peuvent être observés. On peut avoir, bien sûr, toujours l'érythème migrant qui peut parfois être multiple. On a des arthrites, c'est-à-dire inflammation d'une articulation. On peut avoir des atteintes neurologiques. On peut avoir des radiculites, ce qu'on appelle des inflammations de la racine des nerfs, particulièrement au niveau du dos. On peut même avoir une méningite, inflammation de la membrane entourant le cerveau. On peut avoir même des troubles du rythme cardiaque, donc ce qu'on appelle des arythmies. Et dans ma pratique, je pense à une personne que j'ai soignée dans un de mes centres. C'est une personne qui, à cause de la maladie Lyme, devenait progressivement aveugle. Donc son champ visuel se rétrécissait. On a aussi ce que certains appellent le syndrome post-Lyme. Donc certains patients ayant eu une maladie de Lyme bien traitée souffrent d'un ensemble de symptômes non spécifiques comme des douleurs très vagues, des troubles de la concentration, des maux de tête qui sont décrits comme ce fameux syndrome post-Lyme et la cause exacte n'est actuellement pas encore connue. Alors ça, c'est les signes, les symptômes. Maintenant, on va donc parler
du test pour savoir si on a réellement cette maladie et donc comment en fait on va pouvoir diagnostiquer cette maladie de Lyme. Comme je vous l'ai dit, le point le plus important, c'est ce fameux érythème migrant, qui est le seul symptôme qui permet de diagnostiquer la maladie de Lyme sans faire aucune analyse complémentaire. Donc c'est ce fameux anneau rouge sur la peau qui va s'étendre progressivement à partir de l'endroit de la morsure. En l'absence d'un érythème migrain, d'autres symptômes plus tardifs dont je vous ai déjà parlé, comme une paralysie faciale, une inflammation des articulations, des problèmes cardiaques, peuvent alimenter une suspicion alors de la maladie de Lyme qui sera vérifiée au moyen d'une prise de sang. Alors, la prise de sang, elle va donc détecter ce qu'on appelle les anticorps contre la bactérie Borrelia. S'ils sont présents, ils sont le signe d'un contact récent ou ancien avec la bactérie. Donc, la prise de sang n'est véritablement utile que 6 semaines après une morsure de tique. Quand vous êtes piqué par un tic, ça sert à rien de courir tout de suite faire une prise de sang, c'est trop tôt. Attendez 6 semaines. Et alors là, on va rechercher quoi? Les anticorps précoces, ce qu'on appelle les IgM, entre 2 et 4 semaines après la morsure d'une tique, avec un pic entre la 6e et la 8e semaine. Ça, c'est les anticorps précoces. Et puis, on a les anticorps tardifs, qu'on appelle les IgG, qui, eux, apparaissent entre 6 à 8 semaines après la morsure d'une tique et diminuent très lentement ou alors persistent même pendant des années. Si le résultat de cette analyse de sang est positif, on peut faire un deuxième test de confirmation ou un test différence qu'on appelle parfois le Western blot, parce que le premier test dont je vous ai parlé, malheureusement, donne pas mal de faux positifs. Si le résultat de la deuxième analyse de sang est positif ou en présence de symptômes, dans ce cas-là, il faut sans hésiter débuter un traitement antibiotique. Mais ce diagnostic présente des difficultés. Alors pourquoi? Parce que certaines personnes qui développent la maladie de Lyme ne se souviennent pas avoir été mordues par une tique. Les réactions localisées qui peuvent apparaître immédiatement après la morsure de tique peuvent être confondues avec un érythème migrant. Les symptômes peuvent être très divers et varier aussi d'une personne à une autre. L'analyse de sang ne doit pas, je vous l'ai dit, être réalisée trop tôt car en début d'infection, les anticorps ne sont pas encore détectables et donc vous risquez fortement d'avoir des faux négatifs. Le système immunitaire produit des anticorps pendant des mois, voire des années après une infection, y compris après un traitement antibiotique. Et un test peut donc être positif alors que la bactérie n'est plus présente et que la maladie est guérie. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dans les tests et dans le diagnostic de la maladie de Lyme. Comme je vous l'ai dit, retenez que le signe vraiment capital après une morsure de tique, c'est la recherche de cet érythème migrant qui apparaît sur la peau. Alors docteur, lorsqu'on parle de maladie de Lyme, il est bien souvent question de co-infection. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet, sur ce point de co-infection? Alors, si on parle de maladie de Lyme à un médecin ou même un spécialiste, un infectiologue, pour lui, il ne connaît que ça. L'érythème migrant, les douleurs avec la notion de piqûre de tique et une sérologie positive. Or, on sait que cette sérologie n'est pas fiable. De 1, elle est peu sensible, rapportant d'ailleurs beaucoup de ce qu'on appelle des faux négatifs. Le véritable problème, qui n'est absolument pas évalué à sa juste valeur à l'heure actuelle, est le fait que les tiques injectent bien plus que le Borrelia, que la bactérie Borrelia. En effet, les tiques peuvent être porteuses de dizaines de microbes différents et sont d'ailleurs souvent eux-mêmes multi-infectés.
Ça veut dire qu'une tique peut vous injecter une Borrelia, mais elle a pu aussi vous injecter d'autres microbes qui viendront encore compliquer la situation médicale. Ou encore, en cas de piqûre de tique, vous pouvez être indemne de toute Borrelia, c'est-à-dire ne pas avoir attrapé la maladie de Lyme, mais avoir été infecté par d'autres microbes. C'est pourquoi on parle souvent à propos de cette fameuse maladie de Lyme, de la partie émergée de l'iceberg ou de l'arbre qui cache la forêt. Car si cette maladie est de plus en plus fréquente, les co-infections transmises par les tiques le sont également. Et si la maladie de Lyme est déjà en elle-même très difficile à diagnostiquer, alors ça demande des analyses très poussées, très compliquées, que ne font que certains laboratoires. En Belgique, on a la chance d'avoir le laboratoire Red Labs, qui est très spécialisé dans ce type de recherche. Malheureusement, en France, ils sont beaucoup plus démunis et c'est pour ça que ces maladies de Lyme et ces co-infections sont souvent mal diagnostiquées, particulièrement en France. Alors, quand même, un peu citer ces principales co-infections, parce qu'il y en a quand même qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher quand on a une problématique de Lyme? Qu'est-ce qu'il faut rechercher comme co-infection? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle les fameux Babesia. Les Babesia sont des protozoaires, donc c'est des espèces de parasites des globules rouges, cousins, si on veut, du Plasmodium, donc le responsable du paludisme. Ils donnent une bonne partie des symptômes du Lyme avec un signe très évocateur des transpirations nocturnes non expliquées par des bouffées de chaleur ou de la fièvre. Après les Babesia, vous avez une autre famille qu'on appelle les Rickettsia. C'est une grande famille de bactéries transmises par plusieurs animaux et insectes. En France, on connaît en particulier ce qu'on appelle la fièvre méditerranéenne boutonneuse, qui est transmise à l'homme par la morsure du tic du chien. Ces bactéries intracellulaires ne donnent pas souvent de fièvre, d'où le terme, on les appelle aussi les infections froides à cause de cela. Mais des symptômes très variables, souvent en lien avec une inflammation des petits vaisseaux, ce qu'on appelle des microvascularites. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal de co-infections, mais en plus, c'est pas tout. On a parlé des Babesia, on pourrait aussi citer les chlamydia et les mycoplasmes. Ce sont deux espèces qu'on recherche surtout lors d'infections génitales, puisqu'elles font partie des maladies sexuellement transmissibles, mais il en existe d'autres, responsables d'infections respiratoires. Le principal problème de ces microbes est qu'ils se cachent dans nos cellules et sont donc très difficiles à éradiquer, malgré qu'ils donnent des infections chroniques très persistantes. Après Babesia, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasme, on n'a pas tout. La liste s'allonge. Nous avons encore la Bartonella, qui est aussi un microbe bien connu en France pour donner la maladie des griffes du chat ou bartonellose. Mais il existe plusieurs espèces de Bartonella provenant d'autres animaux. Les tiques peuvent en être porteurs, mais également les poules, les puces et même certains moustiques. Enfin, plus connu, vous avez les fameuses candidoses, puisque le candida est souvent impliqué dans ce qu'on appelle les infections froides, même s'il n'est pas transmis par les tiques. On parle ici de mycose ou de candidose intestinale, des termes assez proches pour évoquer le développement anormal de levures dans l'intestin, mais parfois aussi à d'autres endroits de l'organisme. Et enfin, pour clôturer cette liste des co-infections possibles, il faut citer certains virus. Les virus que nous recherchons systématiquement sont ceux de la famille des herpès virus, car ils ont une caractéristique commune. Ils sont capables de se cacher dans différents endroits du corps et ressortir régulièrement, créant des syndromes infectieux chroniques. Mais vous n'avez pas que les herpès, il y en a aussi deux autres qui sont très importants à rechercher éventuellement.
c'est le fameux EBV, ce qu'on appelle l'Epstein-Barr virus, qui est le virus de la mononucléose, ou alors encore le cytomégalovirus, qui est le virus, qui est un virus qui donne pas une infection vraiment marquante, mais qui peut donner une infection froide. Voilà, donc on est dans toute cette problématique de Lyme, d'infection froide, où tout peut un petit peu se mélanger, ce qui complique encore énormément le problème. J'ai essayé de un petit peu faire un tableau récapitulatif pour essayer de s'y retrouver dans ce dédale du Lyme, des infections froides. Je dirais que vous avez 4 grandes catégories. Vous avez les virus, vous avez les parasites, vous avez le candida et vous avez les bactéries, dont le fameux Lyme. Alors, les virus donnent en général peu de signes généraux. Au contraire des parasites, du candida et du Lyme, où on a une fatigue qui est caractéristique. Les virus, eux, donnent peu de symptômes digestifs. Au contraire, de nouveau, des parasites qui donnent de la diarrhée ou de la constipation, le candida qui donne spasme, constipation, gastrite éventuellement, et le Lyme qui donne des gaz avec des sels très odorantes. Ensuite, vous avez la grande famille de toutes les douleurs et symptômes musculaires qui sont rares avec les virus, mais qui sont très présents dans les parasitoses, avec le candida et bien entendu avec le Lyme, où on a des tremblements, des crampes et beaucoup de douleurs. Vous avez tous les symptômes vasculaires ou les symptômes cutanés qui sont variables en fonction des virus, rares avec les parasites. Par contre, avec la candidose ou le candida, vous avez souvent des rougeurs, des démangeaisons autour de l'anus ou dans les aisselles ou sous les bras. Et dans le Lyme, vous avez beaucoup d'extrémités froides, une frilosité. Ça, c'est des signes très caractéristiques de la maladie de Lyme. Et alors, n'oublions pas les symptômes neurologiques qu'on peut trouver bien sûr avec les virus, en particulier le zona, par exemple, c'est bien connu. Le candida albicans va vous donner un espèce de brouillard cérébral et malheureusement, le Lyme aussi peut donner cette sensation de brouillard cérébral, brouillard intellectuel, allant même jusqu'à des neuropathies. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres symptômes plus spécifiques. Dans les virus, vous avez souvent des ganglions, une atteinte ganglionnaire, vous les cherchez sous les bras ou dans l'aine. Pour le candida, vous avez un symptôme caractéristique, c'est l'attirance des personnes infectées par le candida pour le sucre. Et dans le Lyme, comme je vous l'ai dit, un symptôme caractéristique, c'est les palpitations. Alors, vous voyez, c'est très difficile de s'y retrouver dans toutes ces pathologies qui peuvent être le Lyme ou qui peuvent être soit une bactérie, un virus, un candida. Alors, des médecins ont essayé d'y voir un peu plus clair, d'autant plus que les tests sont coûteux, longs, prennent du temps, ne sont pas réalisés dans tous les pays. Alors, on a essayé, en tout cas plusieurs médecins qui s'occupent de ces pathologies, de faire un espèce de questionnaire. Et donc, je vais vous en parler de ce questionnaire parce qu'il pourrait être utile à beaucoup de personnes pour justement s'orienter dans ce diagnostic entre Lyme ou autre co-infection. Alors, si le patient présente au moins 5 des symptômes que je vais vous citer, il faudra rechercher une infection chronique, Lyme, ou une infection froide, en particulier une borréliase. Mais donc, je dis bien, c'est un questionnaire d'orientation et ce n'est pas un critère de diagnostic formel, mais ça peut mettre sur la piste. Alors, il y a 20 points dans ce questionnaire d'orientation, on va vite les passer en revue. 1, c'est la fatigue.
Donc vous cochez oui, non, et si vous en avez minimum 5 des 20 dont je vais vous citer, ça vous donne déjà une indication. Donc 1, fatigue, 2, des crampes nocturnes ou des crampes au repos, 3, des sursauts, des spasmes ou des soubresauts, particulièrement à l'endormissement, 4, des jambes qui bougent toutes seules en position assise, 5, des fasciculations d'une paupière, ce qu'on appelle la clonie palpébrale ou une autre partie du corps, 6, des paresthésies des extrémités, donc des fourmis ou dans les bras ou dans les jambes, 7, une sensation de manque d'air, le besoin de souffler ou d'inspirer profondément ou même de bâiller, 8, des sueurs excessives, surtout au repos ou la nuit, 9, des ecchymoses spontanées au moindre choc, 10, des troubles visuels atypiques, intermittents, un flou visuel, des ombres visuelles, des pseudo-hallucinations, une photophobie, donc une sensibilité exagérée à la lumière, c'est un signe. 11, des palpitations, je vous en ai déjà parlé. 12, sensations lipothymiques, donc sensation de malaise comme si on allait tomber dans les pommes. 13, une impatience des jambes lourdes, soit en journée, soit pendant la nuit. 14, on a un signe important, les extrémités froides, type syndrome de Raynaud ou frilosité générale. 15, un prurite cutané sans lésion dermatologique. 16, des arthralgies ou des myalgies, des douleurs articulaires, musculaires fugaces, mobiles, migrantes ou des tendinites multiples. J'ai mal partout, un jour un endroit, un autre jour ailleurs, c'est un signe important. 17, des irritations de la paupière inférieure, très évocateur, donc la rougeur ici de la paupière inférieure, avec des sensations d'œil sec ou qui gratte, en dehors bien sûr d'un contexte d'allergie. 18, un écoulement postérieur ou un raclement chronique fréquent, donc où les gens doivent se racler l'arrière de la gorge, en faisant même parfois du bruit. 19, des difficultés au niveau de l'estomac, ce qu'on appelle des gastralgies, des douleurs à l'estomac ou une difficulté de digestion. Et enfin, 20, de la colopathie, c'est-à-dire des douleurs, des ballonnements et des troubles du transit intestinal. Ça, c'est le questionnaire de ces 20 signes. Et donc, je répète, les gens qui peuvent en cocher 5 ou plus, bien entendu, ça devient très évocateur, soit d'une maladie de Lyme, soit d'une infection froide au sens large. Merci beaucoup pour ces éclairages. Nous comprenons mieux ce principe de co-infection et de l'ensemble des symptômes non spécifiques et de l'intérêt de ce questionnaire. Donc, la maille de Lyme est diagnostiquée. Vous avez abordé le traitement classique qui est proposé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en parler un peu plus, nous donner plus de précision sur ce traitement? Alors, le traitement classique, celui que préconisent la plupart des médecins, c'est bien sûr un traitement antibiotique. Alors, ce traitement antibiotique va être systématiquement prescrit lorsque, je vous l'ai déjà dit, le diagnostic clinique révèle la présence d'un érythème migrant. Ou alors lorsque les autres symptômes et les résultats des analyses de sang permettent de poser un diagnostic clair. Donc, dans ce cas-là, on prend des antibiotiques. Mais je rajoute quand même qu'à l'heure actuelle, il n'est pas recommandé de prendre des antibiotiques en prévention après une morsure pour prévenir la maladie. On ne le fait que si on a l'érythème migrant ou si on a des analyses de sang qui ramènent un diagnostic clair. Alors, en quoi consiste le traitement dans ce cas-là? Bien, c'est la prise d'antibiotiques. Important à savoir aussi, plus ce traitement est administré rapidement, plus il va être efficace. Le dosage, le type d'antibiotique, la voie d'administration, que ce soit orale ou intraveineuse, et la durée du traitement sont variables et doivent être adaptés en fonction des manifestations de la maladie et du patient. Sachant aussi que certains types d'antibiotiques sont contre-indiqués, par exemple chez la femme enceinte.
La prolongation de la durée du traitement ou l'association de différents antibiotiques ne sont pas recommandés et peuvent souvent être toxiques, je dirais. Mais il y a quand même, on va dire, certains consensus au niveau des médecins. Heureusement, de temps en temps, on arrive à se mettre d'accord. Alors, en 2014, les recommandations sont les suivantes. On utilise de la doxycycline 200 mg par jour pendant 4 à 6 semaines, ou alors de l'amoxicilline 2 grammes par jour pendant 4 à 6 semaines, sauf si on est allergique aux pénicillines, ou on peut aussi utiliser l'azithromycine de 250 à 500 mg par jour pendant 3 à 4 semaines. Je peux aussi donner, parce que la maladie peut concerner bien entendu des enfants, donc dans les doses pédiatriques, c'est pas la même chose. Chez l'enfant, on va utiliser l'amoxicilline 500 mg par kilo et par jour, ou alors l'azithromycine 5 à 10 mg par kilo et par jour. Et si l'enfant est âgé d'au moins 8 ans ou à plus de 8 ans, on peut utiliser la doxycycline à la dose de 4 mg par kilo et par jour. Alors, un traitement antibiotique essaye en général de couvrir la plupart des germes fréquemment rencontrés, et pour que ce traitement soit efficace, donc on associe généralement ce qu'on appelle 2 antibiotiques, un qui est bactéricide et un qui est bactériostatique. Beaucoup de médecins proposent une dizaine d'associations d'antibiotiques qu'elles prescrivent en général de 7 à 10 jours par mois, mais souvent pendant 1 à 2 ans. Alors ça, c'est pas une bonne pratique parce que ces médicaments sont lourds, très difficiles à supporter. Heureusement d'ailleurs que les microbes visés par ces antibiotiques ne développent pas trop souvent de la résistance, parce que sinon ça compliquerait encore les choses. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que ces traitements antibiotiques vont avoir bien entendu des effets secondaires. Et donc, on peut quand même limiter la casse, heureusement, grâce aux médecines naturelles. Quand on donne des longues séries d'antibiotiques, c'est toujours très utile de donner aux gens des probiotiques. Une dose de probiotiques tous les matins et parfois une autre au coucher. Donc, ça veut dire 5 à 10 milliards de ferments lactiques qui utilisent 3 à 4 souches différentes pour bien protéger l'intestin de l'agression des antibiotiques. En plus des probiotiques, c'est toujours intéressant aussi de protéger et de drainer le foie grâce aux plantes, donc car le foie va être toujours agressé d'une manière ou une autre par les traitements antibiotiques. Et donc moi, ce que je recommande en médecine naturelle, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui est le chardon-marie, que l'on trouve dans différentes spécialités, que ce soit le leafplex ou l'épazile, et qui est la silimarine que l'on extrait de ce fameux chardon-marie et qui est très utile pour réparer le foie et qu'on peut prendre en dehors des cures d'antibiotiques, justement pour aider le foie à se régénérer. Quel est le taux de réussite sur ce traitement d'accompagnement? Y a-t-il des chiffres? Avez-vous une idée des résultats? Oui, on a une idée, mais on n'a pas de bonne réponse parce que en fait, d'ailleurs on le voit dans la pratique, et moi dans toutes les patients que je reçois avec des Lyme, ils ont tous eu un traitement antibiotique. Ça ne les empêche pas d'être atteints avec les symptômes chroniques dont j'ai déjà parlé du Lyme, et parfois des symptômes très invalidants, ces fameuses douleurs, jusqu'à même presque la cécité. On voit énormément de choses épouvantables, alors que tous ces gens ont bien entendu eu des antibiotiques. Donc le traitement antibiotique, on le donne. Je pense qu'il faut le donner, comme je l'ai dit, en tout cas, au plus tôt, au mieux. Quand on le donne rapidement, je pense que là, ça a tout son sens.
malheureusement, comme je l'ai expliqué, le diagnostic de Lyme se fait parfois difficilement, parfois ne se fait pas ou ne se fait que beaucoup plus tard quand on a les symptômes de chronicité, mais à ce moment-là, il est trop tard pour prendre le traitement antibiotique. Donc le traitement antibiotique, oui, il fonctionne à condition que l'on donne très très rapidement. Après, souvent, ça ne donne plus. Alors docteur, est-ce que j'ose dire la question essentielle qui s'impose? Je constate depuis plusieurs années après, que j'ai des symptômes. Donc j'ai été infectée sans m'en rendre compte ou après une prise d'antibiotiques trop tardive. Alors bien entendu, aujourd'hui, il est trop tard pour une antibiothérapie. Pour ce cas-là, avez-vous une solution? Et cette solution, je l'ai déjà testée de beaucoup de fois puisque j'ai eu des Lyme très très compliqués, des gens qui viennent de toute la France, de toute la Belgique, de Suisse, partout, avec des Lyme évolués. Et la vie de ces gens-là est vraiment infernale. Ils ne savent plus à quel sein jouer. Et heureusement, on a une solution à proposer à ces gens-là. Alors, la solution que je propose, elle comprend différents points. Tout d'abord, on démarre avec un traitement à base d'ozone, ce qu'on appelle l'ozonothérapie, mais la méthode à haute dose, ce qu'on appelle la méthode des 10 passes, donc l'ozonothérapie à haute dose. Donc c'est un traitement du sang où en 1 heure de temps, on arrive à peu près à traiter 2 litres de sang, ce qui représente quand même à peu près la moitié du volume sanguin d'une personne. Donc, on lui prend du sang par petite quantité, par paquet de 200 millilitres, qu'on met dans un flacon réservoir, qui ensuite est ozonisé, et on remet ce sang ozonisé au patient. Donc, ces 200 millilitres ozonisés, on les lui remet, et on fait ça 10 fois de suite. Donc, on traite bien 2 litres de sang en 1 heure de temps. Qu'est-ce que fait l'ozone exactement? Quelles sont les propriétés de l'ozone? Alors, l'ozone, l'ozone a énormément de propriétés, mais si on devait en citer une, et probablement la plus importante, c'est la propriété anti-infectieuse. L'ozone est un extraordinaire anti-infectieux. D'ailleurs, l'ozonothérapie est connue depuis longtemps, je dirais depuis la Première Guerre mondiale, on utilisait déjà l'ozone pour soigner les blessés de guerre dans les tranchées. Donc l'ozone est un extraordinaire anti-infectieux. Mais le fait maintenant de le mettre de façon moderne à haute dose multiplie encore son pouvoir anti-infectieux. Donc ça a tout son sens dans le traitement de la maladie de Lyme qui, on vient de le voir, est non seulement due à la borréliose, mais peut-être aussi à une autre bactérie ou peut-être aussi à un virus. Or, l'avantage de l'ozone, justement par rapport aux antibiotiques, comme tout le monde le sait, ne sont actifs en général que sur les bactéries, mais pas sur les virus, alors qu'avec l'ozone, on est actif sur les bactéries, mais également sur les virus, et également sur les parasites, et également sur les champignons. Donc, l'ozone est un traitement anti-infectieux large spectre. Donc, c'est formidable et ça a tout son sens dans le traitement d'un Lyme chronique. Alors, pour ce type d'accompagnement, ce type de traitement, pouvez-vous nous donner des indications sur la durée, la fréquence, le nombre de séances peut-être? Alors, c'est une question qu'on me pose toujours, c'est légitime, et c'est une question où j'ai vraiment du mal à répondre. Parce que ce soit quand on soigne un Lyme ou une sclérose en plaques ou un cancer avec de l'ozone, la question la plus difficile, c'est combien de séances faut-il? Parce que d'une maladie à l'autre, ça varie. Et d'un patient à l'autre avec la même maladie, ça varie. Je reviens à l'exemple du Lyme. Moi, j'ai des Lyme qui, en 5 séances d'ozone, crient au miracle en disant que la majeure partie de leurs symptômes ont disparu. Alors que j'ai des gens qui nécessitent 15, 20 traitements d'ozone avant d'avoir une grosse amélioration. Ok, j'ai bien compris. Donc, on va continuer parce que
il n'y a pas que l'ozonothérapie dans mon protocole de traitement du Lyme. À cette ozonothérapie, j'ajoute une deuxième technique, qui est la technique de l'hémolaser. Alors, c'est très intéressant parce que en plus, on peut combiner les deux, puisque le patient recevant de l'ozonothérapie, pour faire cette ozonothérapie, il a un petit cathéter dans la veine, puisqu'on traite le sang du patient. Et à la fin de cette séance d'ozonothérapie, on va laisser le cathéter dans la veine. Comme ça, on ne doit pas repiquer le patient. Il a déjà le cathé qui est en place. Et par ce cathéter, on peut introduire une fibre optique qui va donc se trouver dans le sang du patient. Et cette fibre optique va être reliée à un laser qui peut être de différentes couleurs. Alors, on utilise généralement le rouge, qui est très intéressant, notamment chez les gens fatigués, le jaune, qui peut être intéressant chez les gens déprimés ou en cas d'infection, le bleu, la couleur bleue est intéressante également en cas d'inflammation. Le bleu va éteindre le feu, calmer les inflammations, et on peut utiliser aussi le laser ultraviolet. D'ailleurs, comme je l'explique souvent à mes patients, comment désinfecte-t-on une salle d'opération en clinique? Eh bien, pendant la nuit, on fait fonctionner des lampes ultraviolettes, comme ça le matin, quand les chirurgiens viennent travailler, ils peuvent travailler dans une salle qui est stérile. Eh bien, ici, avec cet hémolaser, j'ai dans le sang du patient un laser ultraviolet qui va donc tuer tous ces microbes, tous ces êtres indésirables qui peuvent se trouver dans le sang du patient, que ce soit une borrelia, que ce soit un virus. Donc ça, c'est la technique de l'hémolaser qui est intéressante. Combien de temps dure ce traitement? Ce traitement hémolaser, ça dure quoi? Combien? Ça dure en général, on va dire 30 minutes par couleur. Donc si on fait une couleur, ça peut être 30 minutes. Si on fait plusieurs couleurs, ça peut être 1 heure. Toujours dans le cadre de cette technique de l'hémolaser, on peut faire aussi ce qu'on appelle maintenant la thérapie photodynamique antimicrobienne. Alors pour ce faire, on va utiliser l'hémolaser soit bleu, soit jaune, mais au préalable, on va sensibiliser le patient à la couleur que l'on veut utiliser avec un colorant. Donc par exemple, on va utiliser la riboflavine qui est la vitamine B2. Et donc on va en donner 400 mg par jour au patient pendant 3 jours avant la séance de laser, et ensuite on va administrer le laser bleu, et la riboflavine sensibilise au laser bleu. Autre possibilité, on peut utiliser aussi l'hypericine, bien connu, c'est le fameux millepertuis que les gens utilisent comme traitement antidépresseur naturel. On va en donner 1200 mg pendant 3 jours, toujours, pour sensibiliser le patient, dans ce cas-là, au laser jaune. Voilà. Donc, c'est très important quand on fait cette photothérapie dynamique antimicrobienne de bien penser à prendre le colorant 3 jours avant de démarrer le traitement au laser. Donc, ça, c'est la première option, ozonothérapie. Deuxième, hémolaser. Troisième option aussi, que j'aime beaucoup faire dans mes centres de traitement de Lyme, c'est des perfusions intraveineuses. Alors là, pareil, on a le choix entre 2 types de perfusions, c'est l'une ou l'autre, ou on peut les combiner toutes les deux, puisque souvent les gens sont là pour 1 voire 2 semaines, on peut alterner les perfusions. Dans cette problématique, il y a 2 perfusions intéressantes. C'est la perfusion d'armoise, l'Artemisia annua, qui est une plante malheureusement qui est censurée en France pour de mauvaises raisons comme toujours, mais qui a une activité antiparasitaire. D'ailleurs, elle est très efficace sur le Babesia ou la Babesia, ainsi que sur la maladie de Lyme. Elle a un effet immunostimulant. Donc, les perfusions d'Artemisia annua, c'est très intéressant dans cette indication. On peut combiner ça ou alterner avec des perfusions de vitamine C intraveineuse à haute dose. Quand je parle de haute dose, je parle de 50 grammes de vitamine C en intraveineux. Et donc, les gens qui sont en traitement
de ce type de maladie peuvent alterner sur une semaine une perfusion d'artémisia avec une perfusion de vitamine C et ainsi de suite. Ça, c'est donc le troisième traitement, la perfusion ou les perfusions intraveineuses. En fait, je vais parler d'un quatrième traitement qui s'appelle le Mituvit. Le Mituvit, c'est un traitement qui fonctionne sur base de ce qu'on appelle l'hypoxie-hyperoxie intermittente et qui est très importante car c'est le seul traitement ou le meilleur traitement que j'ai trouvé pour restaurer ce qu'on appelle la fonction mitochondriale. Or, dans toutes les maladies chroniques, et Dieu sait si la maladie de Lyme fait partie de ces maladies chroniques, il est extrêmement important de restaurer cette fonction mitochondriale et c'est ce que fait à merveille, le Mituvit, donc cette technique d'hypoxie-hyperoxie intermittente. Et enfin, cinquième chose que je préconise aussi dans mes centres de traitement, c'est le sauna à l'ozone. Alors pourquoi le sauna à l'ozone? Eh bien, les gens qui connaissent la maladie de Lyme ont déjà tous entendu parler de la fameuse réaction de Jarvis-Alzheimer. Alors, cette réaction, c'est une aggravation des symptômes pendant le traitement. Cette aggravation, elle est bon signe, mais pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Quand on tue beaucoup de Borrelia ou d'autres germes ou des virus, ces germes, en mourant, libèrent dans le sang du patient des toxines. Et ces toxines vont momentanément aggraver l'état du patient. Il va se trouver moins bien à cause de la libération de toutes ces toxines, mais qui sont le signe que le traitement est efficace, que le traitement marche, que l'on tue des bestioles. Mais bon, le patient qui vit cette aggravation le vit en général pas trop bien. Donc, il est important, quand on traite un Lyme, surtout avec un traitement efficace, de proposer au patient de le nettoyer, de le drainer. Donc, pour ça, on peut déjà commencer à dire au patient de bien s'hydrater pendant les traitements d'ozone et autres, mais on peut aller plus loin en lui proposant de faire un sauna à l'ozone, qui est probablement une des meilleures ou un des meilleurs traitements pour détoxiquer les gens à l'heure actuelle, et je n'hésite pas donc à le proposer dans mes centres de traitement lors de la maladie de Lyme. Et je terminerai enfin par l'intérêt de prendre certains compléments nutritionnels dans le cadre d'un traitement, on va dire, plutôt immunostimulant pour un peu restaurer le système immunitaire qui a besoin d'être fort pour lutter contre toutes ces bactéries, virus qui infectent le patient. Et donc, dans ce cas-là, j'aime beaucoup utiliser un complément nutritionnel qui m'est très cher depuis de nombreuses années, qui est le fameux Moduplex que on peut trouver au laboratoire Effiplex. Ce sont des traitements immunomodulateurs qui ont vraiment un intérêt, non seulement dans les maladies auto-immunes, mais aussi dans le soutien d'une thérapie anti-infectieuse. Merci pour toutes ces informations, toutes ces recommandations, tous ces conseils. Alors, vous nous avez partagé que vous avez obtenu par ces méthodes des résultats au bout de seulement 5 jours. Alors, en adaptant le protocole auprès de chacun, en individualisant, je pense notamment à une personne qui souffre de cette maladie depuis de nombreuses années. Quelles sont ses chances de guérison ou d'amélioration des symptômes sur un profil comme celui-ci? Je pense qu'elles sont énormes. Je pense que le protocole tel que je viens de donner là est quasiment le seul traitement qui peut fonctionner dans un Lyme qui est devenu chronique. Autant je suis personnellement favorable aux antibiotiques dès le début de la problématique du Lyme, mais comme je l'ai dit, une fois qu'on rentre dans cette chronicité, les antibiotiques ne fonctionnent plus et en gros, plus rien ne fonctionne. Et donc, on rentre dans ce calvaire, dans ce parcours du combattant où les gens essayent tout avec aucun résultat. Et actuellement, si avec le recul et l'expérience que j'ai du traitement de la maladie de Lyme, on a vraiment, avec le protocole que je viens de citer, de très 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 bons résultats, même dans des Lyme qui
évolue depuis de nombreuses années sans solution. Merci, Dr Schmitz, pour ces explications limpides, pour ces clarifications, pour ce message d'espoir que vous nous avez transmis. Il y a des réponses possibles. Donc merci infiniment pour ces perspectives nouvelles. Merci aussi, à bientôt, au revoir.